Olivier. Content aussi de faire avec Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmers, une émission qui... Les Tontons Farmers, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri. Une émission pour vous, les agriculteurs. Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27. Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et notre partenaire, le groupe Agrica, que je remercie bien entendu. Alors, nos tontons farmers de la semaine ne sont pas les meilleurs, mais ils ont répondu présent et à J-2 de Noël, c'est déjà quelque chose qu'on peut saluer pour leur fidélité à notre émission hebdomadaire. Alors, il y a les vieux de la vieille, les piliers, à savoir Jean-Baptiste Vervy, Michael Jacquemin, Anaël Bibard, Kevin Richard, mais aussi nos intermittents qui assurent quand même le spectacle, à savoir Sylvain Gessionnès et Gilles Cavalli. Et puis notre écolo qui rappelle à nos agriculteurs qu'ils ne sont pas tout seuls sur cette terre. À elle seule, elle assure la parité. J'ai cité Gabriel Dufour. Gabriel, il va falloir assurer. Gabriel. Oui. Tout va bien ? Jean-Paul. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Bon. C'est vrai que je me sens un peu seule femme dans cette émission. Ça va pas du tout. Donc pour la rentrée, s'il te plaît, invite des femmes agricultrices. Mais tu vas assurer, j'en suis sûr. Et puis, nous avons une guest star, à savoir qu'il est aussi à l'aise à l'étable que sur les plateaux de télévision. Il recadre certains journalistes comme il conduit ses vaches laitières dans les champs. Il nous vient tout droit de la Sarthe, notre tonton farmer de la semaine et le youtubeur Étienne Fourmont. Bon, Étienne, tu sais pourquoi on t'a choisi ? Parce que je suis beau. Parce que t'es une grande gueule aussi, et c'est pour ça qu'on t'a pris d'ailleurs. Mais t'es beau aussi, c'est vrai. Et notre invité suivant, si on l'a choisi, c'est pas pour rien notre invité suivant. On n'a pas eu beaucoup à chercher, on s'est dit non, lui il faut le prendre, il est important pour nous. Notre invité suivant, si on l'a choisi, c'est parce que c'est un peu le Père Noël de l'émission. Sans lui, cette émission n'existerait pas. Il nous vient tout droit de l'Ardèche, il est né à Aubenas, mais il cultive la vigne et il plante du lavandin, parce que en général on répète de la lavande, à Valvinière, une commune qui compte et qui atteint au mieux en été 500 âmes. Jérôme Vol, la fibre et la 5G, c'est pas pour demain chez toi? Non, pas encore, non, malheureusement. Bon, mais en fait... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et dans tous les cas, le département est bien sympa, il en connaît. Et notre dernier invité, dès qu'il va vous parler, vous saurez qui c'est. Il est unique à l'Assemblée nationale, et on le dit même qu'il est singulier. Il est capable de chanter dans l'hémicycle pour marquer sa désapprobation, mais aussi... il est capable de faire une grève de la faim pour sauver une usine dans sa vallée béarnaise ou de traverser la France à pied pour mieux comprendre quelles sont les attentes des citoyens avant de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Jean Lassalle, est-ce que vous allez re-signer pour l'élection de 2022 ? On veut un scoop. Oui, bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors il va falloir faire mieux que 7, puisque vous étiez 7e la dernière fois, là il faut faire premier alors. Oui, mais enfin, rarement le vainqueur du Tour de France l'a fait dès le premier coup. Hein. C'est vrai. Alors... Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27. Et oui, parce qu'effectivement, c'est une émission interactive et vous pouvez nous appeler pour réagir en direct au 07 51 53 17 27 ou vous pouvez aussi nous poser des questions en tweetant #TTF. Voilà. Et puis, ce sera Gabriel, par exemple, qui va nous dire les questions du public puisque je n'ai pas accès en direct aux questions qui sont posées. Donc, j'en profite pour demander à Gabriel. On va passer aux choses sérieuses, à la question qui tue de la semaine, celle qui nous procure un ennemi de plus chaque fois qu'on en parle dans la presse. Kevin, quelle est l'actu de la semaine qui t'a le plus énervé ? Bonjour Jean-Paul. Moi, ce qui m'a énervé cette semaine, c'est le levier de bouclier qu'on a pu voir autour de l'indicateur Agribalise. Une fois n'est pas coutume dans l'émission, je vais dire du bien du ministère de l'écologie qui sort un indicateur pour le coup assez solide qui a été construit avec l'INRAE, avec l'ADEME, avec le ministère de l'Agriculture, et qui vient en quelque sorte apporter une note environnementale sur les produits.
Et là, on a assisté à un vrai festival de la mauvaise foi. D'un côté, les lobbies du bio qui sont venus essayer de casser le thermomètre. En fait, voilà, la productivité, on voit que ça a un effet sur l'impact environnemental, mais ils ne veulent pas le reconnaître. On va avoir les associations de consommateurs, notamment Que Choisir, même Topo, qui va sortir un visuel carrément indigne avec des seringues plantées dans un épi de maïs pour contrer les OGM. Et puis même la FNB s'y met en faisant mine de comparer les feedlots américains et l'élevage allaitant et dire que on mettrait en avant l'élevage en feedlot. Bon, qu'on veuille amender le projet, qu'on veuille jouer sur les indicateurs, c'est logique. Comme ça se compare pas avec un kilo de bœuf, c'est normal. Mais plonger dans la mauvaise foi comme ça, c'est faire le jeu des extrémistes et je trouve que ça m'a beaucoup énervé cette semaine. Et c'est l'actu de la semaine que j'ai voulu traiter. Bon, merci beaucoup Kevin. On va attaquer le thème de l'émission, les 7 idées qui peuvent couler ta ferme. Alors on connaissait les 7 mercenaires, les 7 nains. Jean-Baptiste, c'est quoi encore ce titre pourri d'émission ? Eh ben oui, mais t'as vu, plus ça va, plus on monte d'un niveau. L'idée, en fait, c'était juste avant les fêtes de déconner un peu, mais déconner sérieusement et toujours faire réagir en fait les agriculteurs qui nous écoutent, évidemment, avec des idées un peu provoques pour essayer d'engager le débat et puis faire secouer un petit peu la pulpe de la profession pour se regarder soi-même aussi sur des choses que l'on pratique et qui ne sont pas toujours bien. Donc l'idée c'est les 7 idées et puis il faut savoir que le co-farming va lancer à la rentrée 12 idées peut-être issues de ce soir, justement dans cet même état d'esprit, 12 idées un peu de mauvaises pratiques sur les exploitations qui peuvent handicaper justement la compétitivité des entreprises. Bon, il faut le prendre au second degré, on a bien compris. Oui. La première idée, c'est acheter un tracteur un peu plus puissant que son voisin. Cela signifie quoi, Anaël ? Explique-nous un peu. Du coup, moi, je me rappelle quand j'étais sur la ferme avec mon père, on labourait 120 hectares avec 3 socs, puis dans les argiles, 90 chevaux, même avec des pentes, hein. Puis on lésinait pas à l'époque pour faire un beau labour, on tapait bien profond. Ouais, il fallait que l'arrêt soit bien joli, il fallait passer tout l'hiver avant que ça soit praticable et qu'on puisse rouler en tracteur. Et on y est arrivé avec le 90 chevaux pour cette surface. Puis le voisin, il a sorti le 113-14 parce que le 6 cylindres, tu vois, ça monte mieux quand même un peu. Hein. Puis ça, il y a un peu plus de poids sur le train avant. Puis au fur et à mesure, là, le 6 cylindres, ça allait bien. Mais puis bon, on est passé au power shift, donc ça a mangé 20 chevaux. Puis la boîte vario. Puis à la fin, on reste dans le même territoire. Là, ici, les fermes, elles n'ont pas tant bougé que ça. Et puis on est passé de 110 chevaux pour le tracteur de tête à 170 chevaux, hein, à peu près, pour faire la même chose. Et vu que la hausse du coût du matériel est de 5 à 6% par an en termes d'inflation, tu vois, en 20 ans, on a pris 60 chevaux et 6% d'inflation pour le tracteur équivalent. Sauf qu'on n'a même plus les tracteurs équivalents. Donc forcément, à la fin, ça pèse sur les frais de méca. Ça veut dire qu'un agriculteur... Ouais, mais c'est un vrai signe de réussite, moi je trouve. C'est un signe extérieur de réussite. C'est vrai qu'il est quand même, quand tu passes du 4 au 6 cylindres, t'as quand même réussi, quoi. T'as 2 cylindres en tête en plus, quoi. Mais bon, un peu moins de revenus à la fin, quand même. T'es fan des jantes jaunes ou des jantes rouges, quoi. Ouais. Et Jérôme Vol, comment vous réagissez à ça ? Les surinvestissements dans les exploitations agricoles pour faire le même travail, c'est toujours un débat de fond. Mais comme le dit Michael, voilà, il y a une certaine fierté derrière, effectivement. Mais économiquement, ça nous pénalise, évidemment. Mais on a le beau tracteur. On en a déjà des fois même plusieurs. C'est mieux. On aurait pu les acheter aussi avec les voisins. Dételer, ouais. Comment ? On peut c'est plus pratique. En termes de rentabilité, sur le plan économique, c'est vachement important de ne pas avoir à dételer, c'est sûr. Voilà, on pourrait l'acheter aussi avec le voisin. Bon, on pourrait essayer d'avoir des achats en commun. Voilà, il y a ou tout simplement le louer à son voisin. Voilà, mais bon, on n'est pas encore là-dedans. C'est important d'en avoir 2 ou 3. Mais en Ardèche, on n'a pas des 600 chevaux quand même. On n'a pas besoin de ça. Alors en Ardèche, on est plutôt sur des tracteurs vignerons, mais on a aussi des tracteurs un peu gros. Mais non, plus sérieusement, sur les tracteurs, c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements, de surinvestissements, mais voilà, ça fait couler les fermes, ça fait prendre la tête.
C'est une motivation pour certains agriculteurs, mais c'est économiquement, ça pose de vraies difficultés. Ben oui, parce que c'est la dette qu'on crée. Jean Lassalle, en Vallée d'Aspe, on a quoi comme tracteur? Oh, on a un petit peu de tout. Mon frère a des tracteurs qui ont une petite trentaine d'années, chacun, et ils fonctionnent. Ils sont amortis au moins, ça. Ils sont amortis. Ils sont amortis, mais ils répondent présent. Et ils sont toujours présents. Alors, je pense que du point de vue attelage, il y en a un qui est à quand même 80 et l'autre à 120 chevaux. À l'époque, déjà acheté d'occasion, c'était un investissement. Mais maintenant, ça fonctionne de mieux en mieux. Et votre frère, il produit quoi sur l'exploitation? C'est-à-dire, il produit le fromage des Pyrénées. Pour ça, il faut avoir des brebis, il en a 400. Avec sa fille, qui va d'ailleurs reprendre l'exploitation, c'est une des seules, à l'Ordière-Gichère, mais il n'y en a pas beaucoup non plus ailleurs. Et ensuite, il faut les traire, il faut leur donner à manger l'hiver, comme en Lozère, en Ardèche, enfin, c'est dans tous ces pays septentrionaux. Et donc, les tracteurs aident pour ça. Il se sert aussi des tracteurs pour faire marcher l'été en montagne la treilleuse électrique. Mais disons que ces tracteurs maintenant sont bien adaptés à la maison, au biotope. Ils sont heureux et ils ne s'attaquent ni aux brebis, ni aux bovins, ni à l'ours. Voilà. Et ça marche bien le fromage dans les Pyrénées, non? Actuellement. Comment? Ça marche bien le fromage, faire du fromage dans les Pyrénées? Ça marche, mais à condition de le vendre. Et si je vous parlais de mon frère, par exemple, lui, il va le vendre, il part tous les vendredis soirs à Paris. Là, il a trouvé dans divers arrondissements, notamment dans le 17e. Je sais qu'il sévit maintenant dans le 17e. Et il part avec 60-70 fromages de 5-6 kilos chacun. Et il ne revient pas tant qu'il n'a pas tout vendu. Et sur les marchés du 17e, c'est ça? Ils vendent directement sur le marché? Pendant, je sais, j'ai suivi avec lui de très près l'épisode des Gilets jaunes parce que il vendait à l'époque sur l'avenue des Champs-Élysées. Ah oui, il avait bien choisi. Et heureusement qu'il s'est vendredi soir, parce que là, comme il était vendeur de fromage, personne ne le refoulait. Et puis, il suivait en même temps les événements dont il m'a dit qu'il les avait parfois trouvés tragiques. Donc, par rapport à cette idée, acheter un tracteur un peu plus puissant que son voisin, on dit quoi? L'équipe, les Tonton Farmers, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée à garder. C'est une bonne idée pour y arriver, pour planter la ferme. Deuxième idée, surtout ne rien changer, même lorsque cela ne marche pas. Non mais Michael, c'est comme ça dans la Marne? Oui, alors ça c'est un vrai sujet. Ils sont terribles. C'est un vrai sujet. Alors évidemment, c'est plus confortable, même quand ça ne va pas. Ne rien faire comme la génération précédente. Un peu par mimétisme, on fait un peu comme papa, quoi. Voilà. Et puis on se dit, c'est compliqué aujourd'hui, mais bon, la génération précédente, ils ont quand même connu les 30 glorieuses. Donc avec un peu de chance, le vent va tourner, on va peut-être les retrouver, ces 30 glorieuses. Donc la stratégie, je ne bouge pas, j'avance pas, je recule pas, et j'espère que les 30 glorieuses vont revenir tranquillement en y attendant. Alors évidemment, ça c'est un peu la caricature. Pourquoi il faut changer? Pourquoi il faut se bouger en fait? Parce que le climat il a changé, donc forcément il va falloir s'adapter. La mondialisation, elle est de plus en plus prégnante sur nos exploitations agricoles, et il faut qu'on en prenne évidemment compte. Il y a des attentes sociétales, et ça, Gabriel est là pour nous le rappeler régulièrement. Moins de chimie, plus de biodiversité, donc ça, on n'a pas le choix. Il faut le prendre en compte. C'est stratégique pour l'avenir de notre métier, et il faut qu'on en ait tous conscience. Évidemment, il y a l'accès à toutes les nouvelles technologies. Ça serait dommage de s'en passer. Alors, on vient juste de traiter des beaux tracteurs avec plein de boutons partout. Mais la nouvelle technologie, on peut y avoir accès aussi par l'investissement collectif et l'écumeur, entre autres. Et puis la location, le partage. Il y a plein de dispositifs. Et puis il y a l'enjeu là qui commence à prendre un peu de l'ampleur. Et c'est bien que tout le monde en prenne conscience. C'est l'enjeu carbone. Vis-à-vis du changement climatique, on a un impact fort. Et je pense qu'il faut qu'on bouge et qu'on avance sur ce sujet-là. Et pourquoi ça change pas? Parce qu'en fait, on a, comme dans toutes les corporations, tous les individus, il y a les freins au changement. Donc, on est réticent, on a peur, on veut pas, c'est compliqué, donc ça prendra plus ou moins de temps. Et le temps aussi, il est un peu lié à la problématique des conflits de génération.
Une exploitation, traditionnellement, elle est reprise, c'est patrimoine familial, c'est repris entre père et fils. Et heureusement, il y a de plus en plus de jeunes filles qui s'installent, et tant mieux. Mais toujours est-il que quand il y a le paternel qui est derrière et qui observe, même s'il est en retraite, il a quand même encore une capacité à prendre des décisions. Et donc ça, c'est aussi un frein au changement. Et globalement, la génération d'avant, le seul indicateur de réussite, c'était souvent, je parle de céréales, le rendement, toujours le meilleur rendement. Et aujourd'hui, par exemple, concrètement, c'est plus le rendement qui doit être pris en compte. Et la génération précédente, elle a du mal. Quand on veut, nous, peut-être changer un peu des techniques, changer d'organisation, changer de production, on peut être confronté à cette problématique-là. Alors moi, j'ai envie de dire, il faut changer, il faut bouger. Et le collectif peut être véritablement un facteur de réussite. Ça a été évoqué sur le sujet précédent. C'est évidemment plus rassurant de travailler en collectif et il y a une véritable émulation. Moi, je peux témoigner dans mon département, je fais partie du groupe Défi Ecofito. On l'arrête. Non, mais juste ce petit témoignage. Et réduire les IFT, c'est quand même un vrai changement. Et quand on est tout seul dans son coin et qu'on se donne comme objectif de couper en deux les fongicides, il y a véritablement du stress. Et quand on est en collectif, en groupe, et là en l'occurrence groupe Défi de ma chambre d'agriculture, il y a la vraie émulation. On se rencontre régulièrement, on échange, on partage et on avance nettement plus vite en collectif. Donc il faut changer en groupe. C'est le club des purins d'ortie en fait, c'est ça. C'est le club des purins d'ortie. Non. Michael, tu utilises du purin d'ortie? Je crois que c'est ce que dit Jean-Baptiste, non? Ouais. Allô, Michael? Oui, c'est bien ça. Oui. Donc il faut. Alors, il y a des pistes, il y a énormément de pistes. Alors ça, c'est un vrai changement. Le tout chimique, pour commencer peut-être à réfléchir sur d'autres pistes, d'autres facteurs qui peuvent nous aider, et entre autres sur des produits d'origine naturelle. Oui, mais aujourd'hui, c'est encore pas déployé parce que la peur du changement. Jérôme, il faut moi j'adore écouter les gens comme Michael, des témoignages comme celui de Michael, parce que moi il y a quelques années j'avais vraiment la vision des agriculteurs comme des gens un peu figés, qui travaillaient un peu de la même façon depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui avaient les mêmes méthodes. Et moi je trouve que c'est admirable, et j'en suis aussi sur les réseaux sociaux, et vraiment je félicite les agriculteurs qui évoluent dans leur technique et qui communiquent dessus. Et Jérôme, est-ce qu'on change assez vite dans le monde agricole par rapport au monde qui évolue de plus en plus vite? Oui, on a quand même un secteur qui évolue, mais il faut du temps, on peut pas amener tout le monde. Par contre, c'est par les réussites qu'il peut y avoir collectives ou individuelles que ça fait évoluer les choses. Le changement existe, il y a des endroits où il y a des freins, le côté générationnel. Tu as parlé de femmes, Michael. Je crois que plus on aura de femmes dans notre métier, plus on évoluera sur nos pratiques et sur notre capacité à changer. Voilà. Après, le changement n'a pas toujours du bon. Je crois que tu as semé des pâtes cette année, ça n'a pas poussé. Ça a été compliqué. Des fois, le changement, il faut aussi s'adapter. Il faut pas vouloir aller dans le changement sans regarder aussi ce qui se passe sur le plan agronomique et sur la capacité de produire. Mais sur le vin, on a toujours travaillé le changement et l'évolution de nos vins. Voilà. Donc, et les vignerons qui n'ont pas fait ça, aujourd'hui, ont de grosses difficultés. Donc oui, il faut changer, bien anticiper, bien travailler, regarder aussi, y aller de façon assez expérimentale, collectivement, pour voir aussi ce qui peut se passer. Et puis, une fois que ça marche, il faut aussi le dire. Il faut le travailler collectivement. Voilà. Et Jean, raconte-nous tes risques en partageant. Ouais. Jean Lassalle, est-ce que vous m'entendez? Jean. Oui, très bien. Oui. Est-ce qu'à l'Assemblée, ça change? Parce que des fois, on a l'impression que c'est un peu conservateur aussi, les députés. Ça ne change rien, mais je pense que ça ne changera pas jusqu'au mois de mai 2022, date à laquelle je serai élu président de la République. Il nous tarde alors. Le seul qui connaisse quelque chose. Donc il faut s'y préparer. Troisième idée, attention, un agriculteur a toujours une bonne raison de se plaindre, c'est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, t'as jamais vu un agriculteur heureux, c'est évident. Alors si, on en voit, mais entre nous, et on n'arrête pas de dire qu'on n'est pas content, sans arrêt. Alors on n'est pas content, même dans l'émission, on tape sur les écolos sans arrêt, on dit que rien ne va, que les consommateurs sont sur notre dos. Vas-y, quand on fait de la manif, on envoie quand même une bonne image. Alors ça, c'est sûr que c'est pas un choix directement sur son entreprise, mais collectivement, quand tout le monde se plaint en continu de son métier, ça a peut-être des impacts.
notamment sur l'attractivité des métiers ou sur ses enfants. Où on se dit, bah tiens, les gars, ils s'installent pas, mais quand il a entendu son père se plaindre toute sa carrière, de dire, mon gars, tu feras jamais ça parce qu'on gagne pas notre vie. Bah, c'est sûr que si je fais comme ça, je ne vais pas gagner ma vie. Là, c'est un sujet. Alors, c'est le dilemme. D'ailleurs, je peux le redire à Jérôme. C'est le dilemme des fois de la profession pour dire, bah, les choses qui ne vont pas pour les faire évoluer. Mais justement, à trop les dire, bah, on nuit peut-être à l'image de marque de la profession pour installer et même pour recruter des gens. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme, sur ce dilemme? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, on devrait mettre plus en avant les réussites. Et justement, pour pointer du doigt les difficultés, il faut montrer aussi les réussites. Et c'est en montrant les réussites qu'on est en capacité aussi de montrer qu'il y a un certain nombre de personnes en difficulté. Et c'est vrai que cette image, je suis le premier à aimer les actions syndicales, donc voilà. Mais j'aime aussi j'aime aussi les actions de promotion de mes produits, de notre métier. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai dilemme. Voilà, chaque fois qu'on va manifester, on parle d'un métier de façon négative. Quand on en parle à nos enfants, on n'en parle pas toujours de façon positive. Et pourtant, chaque fois qu'un agriculteur se met derrière son produit, raconte l'histoire de son produit, il est fier derrière son produit. Bon, s'il pouvait être aussi fier de son produit, mais de son métier avant tout, que de son produit, ça permettrait derrière d'être un peu plus dynamique et de montrer un peu les réussites. On a besoin de parler de réussite, voilà. Ouais, et parler de fierté. Je pense que ça doit parler à excuse-moi Jean-Paul, ça doit parler à Étienne, je pense ça aussi, non? Étienne, il est parti? Moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup. Non? Ah, vous m'entendez? Ah, très bien, on t'écoute religieusement même. Vous m'entendez ou pas? Mais très très bien. Oui? Oui. D'accord, ok. Non. Moi, il y a un truc qui m'énervait beaucoup quand je faisais du syndicalisme, parce que j'étais 4 ans dans le syndicalisme national au niveau des JA. C'est souvent qu'il fallait qu'on décide de faire les manifs parce que fallait qu'on se plaigne entre guillemets quoi. Les gars s'emmerdaient sur le terrain, donc fallait qu'on organise une manif pour se plaindre en gros. Et ça, c'est vrai que c'était assez chiant. Donc je trouve comme vous l'avez expliqué, il faut qu'on mette en avant les initiatives qui marchent, les gars qui font des trucs positifs et qu'on communique vraiment positivement que le métier d'agriculteur, c'est pas juste la merde et des heures infinies quoi. Ouais. Et puis vous savez qu'on a le roi de la communication avec nous. Écoutez. Attention. Montañas quitan son men pechon de mas parce que Jean Lassalle, il est fier de sa région et quand il n'est pas d'accord à l'Assemblée, il chante. C'est bien ça, Jean? Oui, et j'ai même les 42 couplets qui suivent. Hein. Mais peut-être pas dans l'émission, là, ça va être trop long. À la fin, on rechantera un petit peu. C'était pourquoi le fait de chanter dans l'Assemblée comme ça? C'était pour dire quoi? C'était pour... on était en train de... Sarkozy fermait à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, tous les services, il empêchait de construire, de garder une gendarmerie et un centre de secours de pompiers à Urdos, où je venais de construire un tunnel de 8 km 600, alors que les 2 tunnels des Alpes venaient de brûler en faisant 400 morts. Et je ne voulais pas que mes enfants aient la honte au front. Donc, je l'avais averti, et là, ça a fait les 3 minutes de silence absolu qu'on n'ait jamais vécu à l'Assemblée. Et ça avait fait un buzz terrible pour faire connaître donc ce combat. 4e idée, et là on va attaquer le sport favori des centres de gestion. Anaël, c'est pour toi. Avec la 4e idée, donc un paysan heureux est un paysan qui ne paye pas d'impôts, mais c'est pas Anaël, c'est Étienne qui lui aussi n'aime pas payer d'impôts d'ailleurs. Étienne. Étienne. Mais comme tout le monde, personne n'aime payer d'impôts. Donc il y a une technique très simple. Mais vous m'entendez bien, hein. Il y a une technique très simple pour pas payer d'impôts. Vous m'entendez? Très très bien. Ah, oui. C'est juste, il y a 2 catégories il y a deux catégories d'agriculteurs. Il y a les céréaliers d'un côté et les éleveurs de l'autre. Donc si t'es céréalier, tu payes des impôts, t'as pas le choix. Et si t'es éleveur, tu payes pas d'impôts parce que tu payes pas de MSA vu que tu n'arrives pas à vivre de ton métier. Ensuite, dans les éleveurs, il y a plusieurs catégories. Si t'es chez Lactalis ou si t'es chez Sodial, t'es tranquille aussi, tu payes pas de MSA, tu payes pas d'impôts parce que vu comment ils payent les éleveurs, t'es tranquille de ce côté-là.
Donc voilà, c'est catégorisé pour pas payer d'impôts en fait. Tu vois, tu choisis ton domaine en agriculture. Et après, plus sérieusement, si tu veux pas payer d'impôts, te plains pas de pas avoir de retraite derrière. Voilà. Et, les céréaliers, là, vous réagissez comment? Ouais, il nous a taclé, mais comme on a changé le tracteur, la première question, on peut pas répondre déjà nous. Parce que vous avez fait de la... vous payez plus d'impôts maintenant que vous avez surinvesti. Alors, technique, quand on regarde dans le détail, ce que dit Étienne, il y a un fond de vrai sur les revenus historiques. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu inversé. Mais quand on regarde les céréaliers, pour revenir aux céréaliers, c'est les seuls qu'on étudie sur des centaines de fermes et sur 5 ans en échantillon constant, où plus ils investissent, plus leur rentabilité baisse. Donc ça, c'est des études qu'on a menées, mesurées. C'est les seuls qui sont tombés réellement et de manière observable dans le piège du surinvestissement. Oui, parce que Anaël, toi, tu as bossé dans des centres de gestion, et c'est vrai que les centres de gestion, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait quand même là. Alors après, il y a quand même des chefs d'entreprise en face. C'est vrai que c'est un jeu qui est tellement agréable. Moi, j'étais un peu dealer à un moment. C'est tellement facile. Tu as la DPI, tu as la DPA, tu as l'amortissement dérogatoire, tu as toute une 75 OA, 75 OB. Je veux dire, tu as plein d'outils magiques pour pas faire payer d'impôts. Mais pas payer de MSA. Et comme dit Étienne, après, ce jeu, tu finis par le payer. C'est-à-dire que l'année où tu t'es planté, tu fais du déficit, la MSA, elle te rend pas le pognon, quoi. Tu payes toujours 3 000 € de MSA. Et à ce jeu-là, les éleveurs, ils ont au moins pu parfois faire des investissements dans des investissements productifs et augmenter leur productivité, soit main-d'œuvre, soit bâtiments, soit robots de traite. Et donc parfois, ils ont été gagnants. T'inquiète pas, les Bretons achètent des tracteurs quand même. Et puis ils oublient pas de les prendre trop gros et de faire que 15 hectares de maïs avec. Il y a qu'à voir sur les routes en Bretagne. Mais parfois, en céréales, t'as que le tracteur, quoi, de vraiment gros machin. Et du coup, quand ça se paye lourd, quoi. Et dans la campagne, en Rhône-Alpes, ça s'est payé très lourd pendant 4-5 ans minimum, voire 2 ans. Après sur des sujets comme ça, ce qu'on peut dire aussi, c'est l'habitude qu'on a eue depuis des années à dire pour maîtriser ma MSA, qui est un bon problème, parce que quand on en paye, c'est que ça veut dire que la ferme elle marche. À la rigueur, c'est quand même un bon problème quand on n'a plus que ça à gérer. Mais le truc, c'est le réflexe de dire je fais dans de la méca pour baisser les charges. Le problème, c'est que tout le monde a ça en tête. Et même quand tu gagnes plus d'argent, tu as encore ce vieux réflexe qui peut être en tête. Et moi, je me rappelle avoir un réflexe, une banque qui me dit tiens, je vais te placer des assurances et des produits, c'est pas grave, ça va faire des charges ça. En fait, c'était pas du tout l'année à le faire, quoi, parce que rentablement, mais tout le monde a ça en tête. Et ce truc-là de se dire ça peut être bien d'optimiser, c'est quand ta ferme le permet, et c'est pas l'idée de se dire je m'endette sur 7 ans. Alors que la ferme le permet plus, et c'est pas un réflexe qu'on doit avoir tout le temps à sortir, en fait. Jérôme, ton avis? Mon avis sur la fiscalité. D'abord, les farmers, il faut se mettre à l'ordre du jour un petit peu, parce que l'épargne de précaution, maintenant, c'est plus la DPA, la DPI. On est sur un schéma de réserve qualitative pour les vins. Donc, la question de la fiscalité a toujours été un gros sujet. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais JA, jeune agriculteur, en 2002, la filière viticole allait bien. Quand on est dans les assemblées générales de secteur viticole, le problème c'était la fiscalité. Il y a eu une bonne crise économique derrière, c'est bon, la fiscalité a été réglée. On était plutôt sur un schéma de recherche de revenus, donc voilà. Non, c'est un vrai sujet. Il faut que la fiscalité, elle doit être là pour gérer une entreprise dans le long terme et pas juste essayer de faire des coûts fiscaux ou des baisses de cotisation qui engagent aussi la retraite, parce qu'on oublie aussi la capacité de retraite. Voilà, je pense que la fiscalité est un vrai sujet. Les conseils sur la fiscalité doivent aussi prendre en compte les investissements que ça amène et le retour que l'on peut avoir grâce à la cotisation. Donc voilà, j'ai envie de dire que si notre seul problème était le problème de la fiscalité, on arriverait. Par contre, aujourd'hui, je poserai plus les filières entre elles, céréales et élevage comme il a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut dépasser ces sujets-là. J'espère. L'art de critiquer ses clients. Et il faut le savoir, Gabrielle n'est pas née dans une ferme, donc elle observe et ça fait mal. Gabrielle, on t'écoute.
Alors, moi, je propose une stratégie à long terme imbattable. Au-delà de planter sa ferme, je propose de planter collectivement l'ensemble de la profession en critiquant ses clients systématiquement. Vous savez, les consommateurs, les citoyens, les gens, bref, nous sommes tous des mangeurs et finalement tous des clients des agriculteurs. Alors, c'est vrai que nous sommes parfois un peu ingrats, les consommateurs, un peu exigeants, un peu maladroits, mais nous sommes aussi parfois animés de très bonnes intentions et surtout, nous sommes le bout de la chaîne alimentaire. Je propose aux agriculteurs de critiquer au maximum ces citoyens un peu pénibles. Donc, s'il s'agit d'écolos, utilisez les termes Khmer vert et escrolo pour être sûr de saboter la discussion et rester au ras des pâquerettes. Si vous entendez agriculture urbaine, traitez directement les gens de bobos écolos ridicules pour ne surtout pas faire un trait d'union entre citadins et agri autour de l'agriculture. Si vous entendez les mots convention citoyenne, surtout oubliez qu'il s'agit de gens tirés au sort, qui pourraient être votre sœur ou votre père. Oubliez que ces gens prennent du temps pour la collectivité et dégainer des termes comme illégitime, incompétent. Et surtout, si vous faiblissez, pensez qu'ils sont manipulés par Cyril Dion et que vous ne portez pas trop dans votre cœur. Alors, vous voyez le manuel des France Agri Tweetos qu'utilise Étienne, la communication positive, tout ça. Donc moi, je vous propose de faire l'inverse, de parler peu de votre métier et rester toujours sur la défensive, moqueur et critique. Donc, trêve de plaisanterie. Je remercie les agriculteurs qui ont accepté sur Twitter, malgré leur réticence au départ, de discuter avec Marie, une citoyenne de la Convention. Et après 48 heures de débat, d'abord agressif, puis curieux, puis apaisé, Marie a tellement apprécié ces échanges qu'elle souhaite faire des reportages dans les fermes des agriculteurs. Donc le rendez-vous des agriculteurs avec les citoyens de la Convention n'est peut-être pas complètement manqué. Alors, comment vous réagissez, vous, les tontons farmers ? Non, mais faut quand même... Lionel. Ouais, c'est vrai que ça pique un peu. On a toujours le réflexe, y compris au tonton farmer, d'appuyer là où ça fait mal, là où ça nous fait mal parfois aussi. Et donc ce côté défensif parfois est pas forcément toujours très productif. Et c'est vrai que c'est action-réaction. Et plutôt que réaction, il faut reprendre la main dans cette communication positive pour faire passer des messages, je pense, beaucoup plus efficaces. Et Gabriel a raison d'insister sur ce point-là. Après, il y a peut-être un sujet où nous, en tant qu'agri, on peut peut-être se dire aussi que on n'aime pas qu'on vienne mettre les pieds dans nos plates-bandes, considérant que si t'es pas agriculteur, tu sais pas ce que c'est, donc tu te tais, t'as pas le droit d'avoir voix au chapitre. Et peut-être qu'il y a des consommateurs qui sont pas tous extrémistes et qu'on pourrait discuter et leur apprendre un peu le métier. Mais peut-être qu'on a, c'est ça. On n'a peut-être pas envie qu'on vienne sur notre sujet et souvent on va dire tiens écoute puisque tu sais viens dans la ferme, viens chez Étienne là, passe 7 jours puis après tu reviendras, on en recausera quoi. Et c'est peut-être ça notre petit problème qui fait qu'on réagit un peu vite. Non, je sais pas Gabriel, tu nous connais toi maintenant. Ah ouais, je vous à force de se faire charger sur les réseaux sociaux, en fin de compte, c'est vrai qu'à la fin, dès que tu te prends une remarque, même parfois les gens ça peut être même constructif, quoi. Mais dès que tu te prends une remarque, tu vas te braquer parce que t'en as pris tellement dans la tronche pendant des mois et des mois. Et puis l'inconvénient aussi sur les réseaux sociaux, c'est que t'as pas l'intonation de la voix ou ni le clin d'œil ou le petit truc, quoi. Tu vois, donc tu prends tout pour argent comptant. Alors moi qui suis très second degré, ça passe. Mais c'est vrai que souvent, quand t'es premier degré, t'as du mal à accepter le message. Ouais, mais t'as raison, mais il faut dépasser ça, parce que sinon on va jamais s'en sortir, ça va être la guerre. Étienne, pardon ? Il faut s'en sortir, il faut dépasser ça, parce que sinon ça va être toujours la guerre. Ouais, Étienne, il le fait très bien. Non, mais il faut communiquer, il faut expliquer son métier. Étienne, tu nous entends ? Ah, Étienne, on l'entend plus. Il y a un problème de coupure. Gabriel, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je vous entends. Oui, je voulais rajouter que, bien sûr, alors j'ai fait ma chronique, on va dire, sur le mode critique, mais bien sûr, moi, je soutiens beaucoup les agriculteurs sur les réseaux et en particulier la communication positive. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que parfois, je comprends complètement la colère des agriculteurs, l'énervement, l'agacement face à des réactions de gens parfois complètement inadaptées et agaçantes, il faut dire, hein, mais je trouve que c'est quand même dommage que quelque part la colère prenne un peu parfois trop le dessus par rapport à la communication positive.
je pense qu'il faut un peu inverser le ratio pour garder une bonne. Je pense que vraiment les réseaux sociaux, ça doit rester un outil pour se rapprocher des consommateurs et pas le contraire en fait. Idée numéro 6, présentée par Sylvain Gessionnès, ne pas jouer au jackpot avec les courses et marchés. Sylvain, on t'écoute. Je vais prendre quelques secondes pour expliquer l'histoire de Michel. Michel, c'est un producteur de blé. Il est super content. On est en juillet. Il a fait 10 tonnes de blé à l'hectare. Et puis le marché Euronext, il a 200 € la tonne. Il peut vendre son blé à 180 € la tonne. Et puis Michel se dit, moi, je me suis fixé 185 € la tonne. Je ne vends pas. Donc Michel, qu'est-ce qu'il fait? Il part en vacances et il se dit, de toute façon, le marché va revenir, il va monter. Et puis quand il rentre de vacances, le marché, il a perdu 20 ou 30 €. Et Michel se dit, dans tous les cas, pas de panique, le marché va repartir. Et effectivement, le marché repart, et puis au mois de novembre, il peut vendre son blé à 170 €. Il lui manque encore 10 ou 15 € par rapport au prix qui s'était fixé, et Michel se dit, de toute façon, le marché va remonter, je ne vends pas. Et puis Noël arrive, qu'est-ce qui se passe? Le blé n'est toujours pas vendu. Et puis Michel se dit, c'est pas grave, j'ai encore quelques semaines pour vendre mon blé. Et puis le printemps arrive, et puis Michel voit la récolte arriver, et puis le blé ne vaut plus que 140 € la tonne. Et Michel, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son blé à 140 € la tonne. Donc Michel, en voulant gagner 5 € de blé de plus de la tonne, en fait, il a perdu 40 € de la tonne. Et comme Michel, il produit près de 1000 tonnes de blé sur son exploitation, et en l'espace de quelques minutes, en refusant la vente de son blé, en fait, il a perdu 40 000 €. Et 40 000 € sur une année, c'est un bon moyen pour planter sa ferme. Et ce qui veut dire que souvent sur des émotions, sur des décisions qui sont pas rationnelles, on peut louper pas mal de bonnes affaires. Et quand on est agriculteur, on met une année à produire son blé, et parfois une mauvaise décision qu'on peut prendre en quelques minutes, ça ruine le travail d'une année d'effort où on a soigné sa production, où on a fait ce qu'il fallait pour bien produire son blé. Ça, j'ai l'impression que c'était vrai au début des marchés à terme. C'est moins vrai aujourd'hui, les agriculteurs jouent moins quand même. On joue moins, mais quand Michel raconte son histoire dans les salles, beaucoup d'agriculteurs hochent la tête parce qu'en fait, ils ont tous connu cette situation-là, quoi. Et encore on voit cette année, le prix du blé, il est passé de 180 € la tonne à près de 210 € la tonne cette année. Il y a encore un certain nombre d'agriculteurs qui, pour 210 € la tonne, c'est pas encore assez. Ils ont encore une partie de leur blé qui est sous le hangar, quoi. On le rencontre encore assez fréquemment, Jean-Paul. Mais Sylvain, t'as pas l'impression que sur un sujet comme ça, on a lobotomisé le cerveau des agris? C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on a essayé d'éduquer les agris avec Agritel et d'autres, à comprendre les marchés, à essayer de savoir ce qui va se passer à l'autre bout de la planète. Et en fait, quand tu commences à lire ça, le marché s'est renversé, ça. Et qu'on passe beaucoup d'énergie à discuter, à réfléchir. Or, si on se basait sur ton raisonnement, sur ton GPS du pilotage, et puis piloter sa ferme pour sa commercialisation, et finalement consacrer tout le temps qu'on a pu à discuter sur les marchés, sur son entreprise, gérer des projets, discuter. Enfin, tu penses pas qu'on a, on a tordu le cerveau en travers des agriculteurs et que finalement c'est pour ça qu'ils raisonnent mal? Alors en fait, on a fait croire aux agriculteurs, et je rejoins tout à fait ton analyse, Jean-Baptiste, on a fait croire aux agriculteurs qu'on pouvait prédire l'avenir. Et on leur a fait croire qu'on pouvait prédire l'avenir en allant chercher de l'information sur les marchés, en s'informant un maximum. Et en fait, ce qui est important quand on prend une décision, c'est pas pourquoi ça bouge, c'est faire le lien entre le prix qu'on me propose et la valeur importante pour appuyer sur le bouton sur mon exploitation. Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne décision pour un agriculteur? Première chose, c'est qu'il va gagner sa vie. Et un agriculteur, il va gagner sa vie, il sera présent dans 5 ans, dans 10 ans, qu'il soit producteur de blé, qu'il soit producteur de lait ou de raisin, s'il gagne durablement sa vie. Et donc, savoir prendre une bonne décision sur les marchés, c'est faire en sorte que l'ensemble des décisions que l'on peut prendre permettent de sortir un revenu. Et donc, effectivement, il faut sortir de ces émotions, il faut sortir des croyances qu'ont les agriculteurs qu'on peut prédire l'avenir. Et c'est pour ça qu'avec les agriculteurs, on a construit les outils piloter sa ferme pour sortir des croyances et sortir des émotions et ramener des éléments factuels qui permettent d'appuyer aux agriculteurs, qui permettent aux agriculteurs d'appuyer sur le bouton. On arrive au terme de cette émission. Il nous reste une dernière idée à passer. C'est la der des der. Elle est pour Gilles Cavalli. Un agriculteur ne compte jamais ses heures. Tu veux dire quoi, Gilles? Qu'un agriculteur n'est pas comme les avocats à facturer heure par heure? Ça certainement que pas, puisqu'ils vendent leur production. Mais surtout, il y a un côté d'une
une fierté de faire des heures pour faire des heures et de s'enorgueillir de faire des heures pour plus que le voisin, et puis de mettre en avant un travail 7/7. Alors il y a des métiers agricoles qui nécessitent de travailler 7/7, mais de bosser 70, 80, 90 heures, j'ai envie de dire, pour bosser, simplement pour avoir la satisfaction d'emmagasiner des heures, se gargariser et quelque part s'en enorgueillir, c'est pas, à mon sens, c'est pas judicieux, hein. Alors ça peut être complètement compréhensible, hein. Ça peut être pour se rassurer, pour se valoriser, ça peut être, comme l'a dit Mickaël, on a toujours fait comme ça. Ça peut être, comme a dit Étienne tout à l'heure, pour éviter d'aller manifester parce qu'on s'ennuie. Ça peut être aussi pour faire honneur aux habitudes familiales, pour faire comme les voisins. Mais on est tous entrepreneurs autour de la table là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et on sait que c'est pas parce qu'on fait des heures qu'on est efficace et efficient, et que le revenu ne dépend pas forcément du nombre d'heures qu'on passe à travailler. D'où la petite remarque de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt les uns les autres à passer du temps sur les stratégies, sur le business, plutôt que de faire des heures pour faire des heures? Et c'est encore plus vrai pour les éleveurs, Étienne. Étienne ? Moi, alors, je suis très content de démarrer le matin. Je le dis, enfin, je le mets pas souvent en avant, mais je suis très content de démarrer le matin à 8h. Moi, je démarre le matin à 8h. Le dimanche, c'est rare que j'aille aux vaches avant 9h ou 10h même. Donc, moi, ça me va bien de porter ou de mettre en avant qu'il faut aussi vivre à côté, et que c'est pas parce que tu fais, comme ça a été dit juste avant, c'est pas parce que tu fais 70 heures de semaine que tu es efficace, quoi. Je pense qu'il faut surtout être bien organisé et qu'il faut savoir vivre à côté. Bon. Ah, mais là-dessus, c'est vrai que on a tous entendu des remarques enfin, je pense qu'Étienne, tu dois peut-être l'avoir entendu. Alors, c'est des gars qui sont pas très cool, mais qui vont te dire, bah oui, mais regarde, lui, c'est normal que ça marche pas sa ferme, il se lève à 8h, il bosse pas le week-end. Moi, de mon temps, je peux te dire que j'en ai fait des heures et compagnie. Enfin, on a tous entendu ça bon, soit ça te passe au-dessus parce que tu sais gérer, soit t'es un peu faible et tu te dis, bah ouais, faut que je fasse comme tout le monde, hein, faut que je bosse, hein, bêtement. Enfin, c'est un peu le lien tout à l'heure avec le poids des anciens. Ouais, mais c'est ça le problème en agriculture, c'est qu'on fait, en fait, on veut toujours, en agriculture, on veut toujours être, ou se comparer aux autres. Enfin, c'est bien de se comparer, mais j'ai toujours l'impression qu'on est toujours jugé par les autres et qu'on se prend un peu trop la tête avec ça. En fait, moi, je pense qu'il faut surtout accepter d'être comme on est et vivre comme on a envie de le vivre. Et c'est pas le voisin qui va décider ce que je fais sur ma ferme ou à quel moment je dois aller semer ou quel tracteur je dois acheter, quoi. Donc c'est moi qui décide, c'est moi qui suis maître chez moi. Et si j'ai envie de commencer à 8h, je commence à 8h. Si le voisin il est pas content parce que il y a pas la lumière dans les tables, à un moment donné, c'est pas moi le premier qui allume la lumière dans les tables dans la commune, bah je m'en fous, je suis heureux de faire ce que je fais, quoi. Et qui arrive au final, en moins de temps, tu arrives à faire le boulot. Oui, exactement, ouais, non, mais après, je pense que je me débrouille pas trop mal. J'espère que je me débrouille pas trop mal. Mais oui, au final, je pense que j'arrive honnêtement, je suis très content de ma situation et de la financière et conditions de travail. Jérôme, tu voulais réagir? Non, mais je pense que le temps de travail doit être proportionnel aux besoins et bien géré. Moi, je pense qu'on doit vivre son entreprise dans un cadre familial et dans un contexte, voilà. Et moi, je partage le fait que chacun a l'envie de le faire de la manière qu'il le veut. L'organisation du travail reste quand même l'essentiel de la capacité à pouvoir dégager du temps et dégager une capacité de rentabilité aussi. Donc voilà. Il y a des gens qui sont toujours en retard et ils feront des heures et des heures, et le fait d'être en retard fait ils ont encore plus d'heures à faire dans la vigne notamment. Les temps de travaux sont des temps bien précis, et il y a des fois peut-être qu'il faut pas compter son temps au moment où il faut le faire, et puis après on a plus de temps libre. Donc voilà, c'est toute une organisation qui demande là pour le coup, je pense qu'on parlait de formation tout à l'heure. Là, il y aurait vraiment à accompagner les nouveaux chefs d'entreprise, les nouveaux exploitants agricoles sur ce domaine-là. C'est quel temps je consacre, quelle dynamique j'y mets, l'organisation du temps de travail pour justement aller vers une réussite plus facile ou en tout cas plus organisée, quoi. Voilà, et ça sera
mot de la fin, parce qu'effectivement, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Bon, voilà, je vous remercie tous, puisqu'on est arrivé aussi au terme de cette seconde saison des Tontons Farmers. Je tenais à remercier tous nos invités, l'association Cofarming et bien sûr le groupe Agrica. Merci Jérôme, au passage, donc, pour nous avoir permis comme ça de nous exprimer durant toutes ces émissions. Alors, on se retrouve certainement en 2021, on ne sait pas encore quand, mais on vous dira bien sûr ce qu'il en est. Et puis vous savez que c'est bientôt Noël, là, il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas, je vous souhaite donc un très joyeux Noël à tous. Je vous remercie et surtout, gardez la pêche que vous avez en 2021. Je compte sur vous, les Tontons Farmers. Ouais. On sera là. Bon, allez. Ouais, on va garder On sera là, il n'y a pas de problème. Et puis, avec plaisir. Et faites péter le champagne, non ? C'est le moment. C'est le moment. Il faut soutenir la filière, là. Alors, soutenons la filière. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve bien sûr prochainement donc sur notre chaîne YouTube. Et merci à vous, les Tontons Farmers. Et on se retrouve au mois de janvier certainement. À bientôt.